Dans la pratique, lorsque vous avez des problèmes de performance dans vos modèles de machine learning, 90% du temps, ce problème vient de la sélection de variables que vous avez fait en amont. Donc, après le travail de pré-processing qu'on a vu, la sélection de variables, c'est une étape essentielle qu'on doit absolument bien faire pour pouvoir avoir un modèle de qualité. En fait, en général, le modèle ne se développe jamais tout seul. Faire un modèle de machine learning, ce n'est pas prendre une base de données, donner un algorithme et il nous sort le résultat. Il y a ce travail de sélection de variables qui est super important. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous des techniques que vous pouvez mettre en place pour pouvoir sélectionner efficacement vos variables. Je vous laisse avec la présentation et on se retrouve juste après. Pour sélectionner les variables en machine learning, on distingue 5 principales approches. La première approche, c'est ce qu'on appelle la méthode manuelle. On a l'approche par filtrage qui est basée sur les tests statistiques, l'approche d'emballage qui est basée sur des processus de sélection automatique, des méthodes intégrées ainsi que les méthodes factorielles. On commence tout de suite par l'approche que vous devez utiliser au début. Donc, lorsqu'on commence à faire la sélection des variables, c'est une question qui va souvent venir. Si vous avez 500 variables dans votre base de données, comment est-ce que vous faites passer d'une base de données à 500 variables à une base de données avec uniquement 12 variables? La première approche que vous devez mettre en place, c'est ce qu'on appelle les méthodes de sélection manuelle. En quoi ça consiste? Tout simplement, premièrement, on va commencer par sélectionner les variables sur la base des connaissances métiers. Par exemple, si vous travaillez sur un score d'octroi, on sait bien que pour pouvoir évaluer le niveau de risque d'un client, on doit avoir ses caractéristiques ainsi que ses comportements avec la banque ou encore l'historique de ses comportements sur les anciens prêts. On va commencer à chercher dans la base de données l'ensemble des variables qui sont relatifs à ces critères-là. Il y aura également des discussions avec des métiers pour pouvoir avoir des variables pertinentes. Si par exemple c'est un projet académique, vous pouvez tout simplement faire une revue de la littérature pour voir ce que les autres souvent mettent en avant pour pouvoir expliquer le phénomène. Donc c'est ça que j'appelle sélection de métier. Deuxième étape, ce sera une sélection qui sera basée en fonction du nombre d'informations disponibles. En général, si une variable a plus de 30% de valeur manquante, ce n'est pas nécessaire de la conserver parce que l'imputé va déformer un peu votre distribution. Donc, résumé, approche manuelle, on fait une sélection sur la base des critères métiers et une sélection basée sur des critères statistiques du nombre d'observations présentes pour chaque variable. Prochaine approche, c'est faire une méthode par filtrage qui va consister à filtrer des variables suivant des critères statistiques. En gros, l'approche par filtrage, on aura un ensemble de variables initiales ici. Ensuite, on va sélectionner les meilleures variables suivant un critère statistique. On va entraîner le modèle et évaluer les performances de ce modèle sur cette approche-là. Bon, pour expliquer globalement, l'approche par filtrage, c'est tout simplement des tests statistiques classiques entre la variable d'intérêt et toutes les variables explicatives. L'idée, c'est de calculer les indicateurs comme la corrélation, comme le p-valeur du test de Q2, classer toutes les variables selon ce critère et sélectionner les 4 meilleures variables. Sur le plan pratique, on le verra en Python comment ça marche concrètement. Donc, si vous avez une variable numérique et des variables explicatives numériques, vous mettez en place des tests de corrélation de Pearson. Si la linéarité est vérifiée, si la normalité est vérifiée, si c'est monotone, on fait un Spearman ou encore un Kendall. Donc, si vous avez une variable numérique et une autre catégorie, vous faites un student qu'on a vu qui vérifie la normalité. Si vous faites ANOVA, si vous avez plus de 3 modalités, normalité vérifiée, égalité de variance vérifiée, Wilcoxon dans le cadre non paramétrique, Kruskal-Wallis dans le cadre non paramétrique. Lorsque vous avez une variable catégorielle et une autre variable catégorielle en termes de variable explicative, vous pouvez mettre en place le Q2, le V de Cramer, le TUPRO, IV, on verra ça plus tard, l'information value qui va donner en fait la pertinence de la variable dans l'explicabilité de votre phénomène. Vous avez également le weight of evidence. Donc, dans l'approche par filtrage ou encore l'approche statistique, on va analyser les relations entre les différentes variables. On va calculer des indicateurs comme la corrélation ou encore le V de Cramer, classer toutes les variables suivant ces critères, du plus grand au plus petit, et utiliser par exemple la méthode du coude pour pouvoir sélectionner les 4 meilleures variables qu'on introduira dans le modèle. L'avantage de cette approche, c'est que on élimine déjà d'emblée les variables non pertinentes. Mais l'inconvénient de cette approche, c'est qu'une variable peut être non pertinente sur le plan univarié, mais en combinant avec d'autres variables, elle devient pertinente. Donc l'approche par filtrage peut avoir cette limite d'éliminer les variables qui peuvent être pertinentes. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres approches que vous pouvez mettre en place. La prochaine approche que vous pouvez mettre en place, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'emballage. En gros, ça consiste en quoi? Contrairement à l'approche par filtrage où on fait des tests statistiques, la méthode d'emballage va faire des sous-ensembles de modèles, entraîner les modèles et sélectionner l'ensemble de le modèle qui a les meilleures performances. Donc ça, c'est une méthode un peu de sélection automatique. En termes de méthode de sélection automatique, vous avez les forward selection, backward selection, stepwise selection. J'explique rapidement ce que ça veut dire dans le cadre du challenge. On va voir ça en profondeur. Lorsqu'on fait une sélection backward, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par un modèle qui n'a aucune variable. On va introduire progressivement les variables qui sont les plus pertinentes. Donc, la variable la plus pertinente suivant un critère, par exemple la p-valeur, l'AIC, bref, il y a des critères qu'on va définir. On choisit la variable la plus importante. On introduit ensuite l'autre variable qui est encore importante jusqu'à ce qu'on ait testé toutes les variables.
L'avantage de cette approche, c'est que c'est bien sûr simple à mettre en œuvre. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que lorsqu'on a introduit une variable une fois et qu'on a éliminé une première fois, on ne pourra pas tester à nouveau si en introduisant cette variable, elle devient pertinente. On sait tous bien qu'une variable peut être pertinente d'un point de vue unique, mais en introduisant une autre variable, elle devient non pertinente. Donc, le risque de la méthode forward, c'est qu'on peut avoir des modèles qui ne sont pas significatifs. Et voilà. Pour résoudre ce problème, on a la méthode backward qui est un principe un peu différent où on va commencer plutôt avec un modèle complet, contrairement à la méthode forward. On va commencer ici avec un modèle complet avec toutes les variables et on va éliminer progressivement l'ensemble des méthodes non pertinentes, l'ensemble des variables qui ne sont pas significatives. L'avantage, c'est que bien sûr, in fine, dans le modèle backward, on n'a pas de variable qui n'est pas pertinente. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que lorsqu'on a éliminé une variable, on ne pourra pas réassesser, revérifier si en introduisant une autre variable, cette variable devient significative. Dernière approche de sélection automatique, c'est ce qu'on appelle stepwise. En gros, ici, ce sera une combinaison des deux. On va commencer par combiner les deux approches. L'avantage, c'est qu'on va prendre en compte l'interaction qui peut exister entre les variables. Donc, s'il y a une étape, on a conservé une variable qui était significative, en introduisant une autre variable, elle devient non significative, on va la retirer. Donc, c'est un processus qui sera plutôt itératif, contrairement aux deux premières approches. Ça, bien sûr, ça prend beaucoup plus de temps que les deux premières et il y a un risque de surapprentissage aussi. On verra ça plus tard. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les méthodes de sélection automatique vous permettent de sélectionner rapidement des variables pertinentes. Mais attention, ces variables ne sont pas toujours pertinentes d'un point de vue métier. Donc, il faut toujours combiner approche automatique avec approche réelle pour pouvoir avoir les modèles les plus performants. Une autre méthode que vous pouvez mettre en place pour pouvoir sélectionner des variables, c'est ce qu'on appelle les méthodes intégrées. En termes de méthodes intégrées, en gros, le modèle sélectionne lui-même ses propres variables. Je vous explique, comme ça c'est trop beau pour être vrai, mais je vous explique comment ça marche. Dans les méthodes intégrées, on a deux types. On a ce qu'on appelle les méthodes de régularisation. On a d'un côté, on a lasso qui permet de mettre des coefficients à 0 sur toutes les variables qui ne sont pas significatives. On a Ridge. Ridge, par contre, ne sélectionne pas les variables, mais par contre, ça va plutôt pénaliser les variables qui ont un coefficient trop élevé. Et on a également une autre approche qui combine les deux, qui est l'ElasticNet, qu'on verra dans ce challenge. Deuxième approche que vous pouvez mettre en place sur les modèles intégrés, c'est ce qu'on appelle les forts aléatoires. Généralement, dans les forts aléatoires, lorsque vous développez, vous avez l'importance des variables. Donc, pour pouvoir sélectionner les variables, vous pouvez commencer par mettre en place une fort aléatoire, voir les variables les plus importantes de A à Z et les sélectionner pour pouvoir les mettre dans votre modèle. En dehors de cette approche, vous avez également les méthodes factorielles qui vont vous permettre de créer des combinaisons linéaires des variables initiales et réduire les dimensions. L'inconvénient, par contre, des méthodes factorielles, c'est qu'on ne pourra plus expliquer le modèle final. Pour résumer, pour pouvoir sélectionner des variables, on commence toujours par une sélection manuelle qui consiste à prendre l'avis métier avant de sélectionner des variables. On choisit des variables qui ont moins de 30% de valeur manquante pour pouvoir éviter de faire des imputations qui détruisent votre base de données. Deuxième approche, on se base sur les statistiques. On classe toutes les variables suivant la corrélation qui existe entre différentes variables et on sélectionne les meilleures suivant un critère, par exemple la règle de Coode. On verra ça demain dans la pratique. Troisième approche, on utilise les sélections automatiques backward, forward, stepwise. Mais attention, ces approches ne remplacent pas l'avis métier. C'est pas parce que vous avez fait l'approche automatique que vous ne devez pas consulter le métier. Quatrième approche, il y a les approches intégrées qu'on peut mettre en place comme le lasso qui sélectionne automatiquement les variables en mettant les coefficients 0. Vous avez également ElasticNet qui est une combinaison entre lasso et Ridge. Vous pouvez mettre en place une for aléatoire qui vous donne l'importance de toutes les variables dans votre base de données et ça peut déjà être un bon début avant de faire le modèle final. Après, il y a les méthodes factorielles. Donc voilà globalement les approches. Demain, on passe à la pratique pour voir comment concrètement on peut mettre en place toutes ces étapes sur Python. Voilà l'ensemble des étapes que vous devez mettre en place pour pouvoir sélectionner des variables. N'hésitez pas à regarder cette vidéo pour pouvoir voir comment est-ce qu'on analyse les relations bivariables des variables ou encore regarder celle-ci pour revoir toutes les étapes à mettre en place pour pouvoir développer un modèle de machine learning. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite du challenge. Bye.